On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, on va donc vous faire une petite animation donc, sur le thème de l'exploitation du digital afin de conquérir de nouveaux clients. Je suis aujourd'hui donc avec François Ferrand. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, François Ferrand, IDEO Marketing, agence de communication sur Vitré. Et donc, moi, je m'appelle Adrien Dedaigne, je suis conseiller numérique à la Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne. Je suis référent sur les thèmes de l'intelligence artificielle, du numérique responsable et de la cybersécurité. Et on va donc pouvoir attaquer notre présentation. Donc, les objectifs aujourd'hui, ça va être de vous accompagner dans l'identification des leviers digitaux utiles et efficaces pour l'amélioration de la visibilité de votre entreprise, future entreprise. Aussi de bien comprendre leur utilisation et de comprendre comment les mettre en application. Le fait de savoir qu'il faut que vous alliez sur les réseaux sociaux, que vous ayez un site internet sans comprendre pourquoi, ce n'est pas suffisant, on aura l'occasion de le voir ensemble. Donc, on va commencer par un petit peu des bases du référencement, on suivra avec une petite partie sur les fiches d'établissement, on enchaînera avec les réseaux sociaux, on aura une conclusion et un temps d'échange avec vous à la fin. Donc tout d'abord, comment être visible en ligne aujourd'hui en 2024 ? Donc, avant toute chose, l'idée, ce serait de voir un petit peu comment va fonctionner un peu un moteur de recherche, afin de comprendre que vos recherches vous redirigent vers des résultats qui ont été indexés dans le moteur de recherche et qui vont vous être présentés en fonction, disons, d'un score d'intérêt. Ça va être dans les grandes lignes, comme ça que fonctionne l'algorithme de Google pour faire de la mise en relation entre la requête d'un internaute, la question qu'il va poser, et les résultats donc, classés par ordre d'intérêt dans le moteur de recherche. Parmi les critères de classement, on a les critères techniques qui vont être la structure du site, sa vitesse de chargement, des critères de contenu aussi. Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a du contenu qui présente, du contenu qui est unique? Et enfin, vont être analysés le nombre de liens et leur provenance. Donc, disons que pour référencer correctement son activité, vous avez 3 types de référencement. Référencement qui va être l'ensemble des outils et des méthodes qui vont vous permettre d'améliorer la visibilité en ligne d'un contenu. Vous allez tout d'abord avoir du référencement payant. Ça va être la pub. C'est ce qu'on voit en tout premier dans les résultats de recherche lorsque, par exemple, on utilise un moteur comme Google sans extension comme AdBlock. Vous avez aussi du référencement géolocalisé. Ça va être tous les résultats de Google Maps, même si actuellement, avec la mise en place du Digital Market Act, la position de ces résultats varie, va baisser dans les résultats de recherche, va se mettre sur le côté, vous ne pourrez plus zoomer. Bon, il y a un certain nombre de changements en cours à cause de ça. Et enfin, du référencement naturel. Le référencement naturel, ça va être tout ce qui va arriver en fait, dans les résultats de recherche sur votre requête. Tout d'abord, le référencement payant. Alors, ça a un certain nombre d'avantages. Ça peut permettre de gagner en visibilité immédiate. Vous commencez à payer, votre site était complètement invisible. D'un coup, vous aurez du trafic. Normalement, quand c'est bien fait. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez choisir très précisément les mots-clés que vous voulez mettre en avant. Vous avez fait votre boulot auparavant, vous avez fait vos personas, vous avez votre profil type de client, vous savez quels sont les mots auxquels il va être sensible, vous savez quels sont les mots qu'il va utiliser. Vous savez... Alors, je vois derrière, il ne faut pas hésiter effectivement à me dire si vous ne nous entendez pas. Et vous nous direz devant si on crie un peu trop. Donc, vous pouvez choisir exactement les mots-clés qui sont renseignés dans les requêtes des internautes par rapport à vos produits, à vos services. Et enfin, vous pouvez maîtriser votre budget. Tout ça sont les avantages de la publicité, en gros. Parmi les inconvénients, par contre, le coût est évalué en fonction du coût par clic maximum que Google ne va pas pouvoir dépasser. Donc il y a un prix au mot. Le paramétrage, ce n'est pas toujours simple. Google Ads, par exemple, ça peut être assez complexe à mettre en place. C'est très chronophage, d'où l'intérêt de se faire accompagner aussi pour ça. Et enfin, et inconvénient majeur, mais le marché francophone se méfie des annonces. Il suffit de se mettre un petit peu à la place de chacun, mais en général, quand on voit de la pub arriver en premier, on ne va pas se dire « c'est les plus efficaces, c'est ceux qui vont mieux répondre à mon besoin », on va juste se dire « ah bah, c'est eux qui ont payé le plus ». On a peu tendance sur le marché francophone à cliquer sur de la pub. Ensuite, vous avez le référencement naturel, donc c'est tout ce qui va venir en fait dans les résultats de recherche. Ça va être généralement votre site internet. Ça peut aussi éventuellement être un article dans un journal, un article de presse. Ça peut être vos réseaux sociaux si vous n'avez pas de site.
L'intérêt du référencement naturel, c'est que ça fait partie des résultats les plus consultés. Ça a des effets longs à mettre en place, mais qui sont rentables et efficaces dans la durée. Et enfin, une position dans le triangle d'or va inspirer confiance aux internautes. Le triangle d'or, ça va être les 3 premiers résultats de recherche. Si vos résultats figurent dans les 3 premiers résultats de recherche, les gens auront beaucoup plus tendance, en fait, naturellement, à cliquer sur l'un de vos liens. Parmi les inconvénients, c'est long, ça nécessite beaucoup d'efforts. Ce sont des efforts qui vont se mettre en place sur le long terme. Il n'est pas rare, par exemple, quand vous faites appel à un prestataire pour du référencement, qui vous disent « vous n'aurez pas de résultat d'ici 3, 4, 5, 6 mois ». Ou en tout cas, ce ne sera visible qu'au bout d'un certain temps. C'est normal. Vous n'avez aussi pas de garantie de placement. Ce n'est pas parce que vous allez passer des heures et des heures par semaine que vous arriverez dans ce triangle d'or dont j'ai parlé juste auparavant. Et enfin, vous serez dépendant vis-à-vis des algorithmes. Pour le référencement géolocalisé, donc, on a parlé de Maps, on pourrait aussi parler d'Apple Business ou OpenStreetMap. Enfin, il y en a plusieurs, ou Mappy, ou les pages jaunes. Disons que c'est très visuel, ça permet de se géolocaliser simplement et facilement. Ce sont des informations concrètes sur l'entreprise. Disons que c'est un petit peu le minimum syndical à avoir. Vous allez en fait donner votre position, votre numéro de téléphone, votre adresse, les grandes lignes de votre entreprise. Ça va être facile à accéder et tout le monde y aura accès. Et c'est gratuit. Et normalement, ça devrait le rester. Parmi les inconvénients, par contre, c'est assez difficile de ressortir dans les 3 premières positions. Vous allez avoir du mal à faire de la gestion de vos photos et le personnaliser est compliqué, voire parfois presque impossible. Vous pourrez éventuellement rajouter un logo, éventuellement un bandeau, mais vous aurez du mal à répliquer votre charte graphique de façon exacte, par exemple dans une fiche d'établissement Google ou sur les pages jaunes. Et pour la fiche d'établissement, François, je t'en prie. Donc moi, je vais vous parler de la fiche d'établissement dans Google. Donc, avant, ça s'appelait Google My Business. Aujourd'hui, on appelle ça Google Profile. Donc, c'est important de bien optimiser en fait sa fiche Google parce que Google, aujourd'hui, c'est 90% de la visibilité sur le web. Donc, même si à côté, il y en a qui ont Bing, etc., je vous invite aussi à remplir aussi la fiche Bing Place, qui est importante pour votre activité. Donc optimiser son profil, c'est d'abord bien mettre son nom. Donc le nom en fait de l'entreprise, son adresse, son téléphone, son site web et ses réseaux sociaux. Plus en fait vous avez de liens sur cette fiche Google Profile, plus vous allez avoir de visibilité et plus vous allez ranker. Alors ranker, ça veut dire en fait se positionner vers le haut. Donc du moteur de recherche de Google. Donc il y a la description par exemple aussi qui est super importante. Donc les mots-clés dans la description. Donc la description elle fait 775 caractères et à l'intérieur il faut vraiment en fait positionner des mots-clés. Donc si par exemple vous êtes fleuriste, faut positionner le mot fleuriste Rennes, fleuriste Vitré, si vous voulez aller jusqu'à Vitré, fleuriste Châteaubourg, si vous voulez ranker jusqu'à Châteaubourg, ou livraison de fleurs à domicile, par exemple. Donc tout ça, c'est des mots-clés. Donc il faut bien identifier en fait votre persona. Alors le persona, je ne sais pas si vous savez ce que c'est votre cible. Comment en fait fonctionne votre cible, comment elle interagit, comment elle se place sur tel et tel marché, et comment en fait elle va vous trouver. Donc il faut vraiment en fait identifier son persona, comment fonctionne son client, quoi, en fait. Donc après, c'est bien choisir sa catégorie. Alors sa catégorie, c'est d'abord en fait sa catégorie, c'est par exemple fleuriste. Il faut choisir fleuriste. Alors ça, vous choisissez pas la catégorie, c'est Google qui vous en fait propose des catégories. Donc il faut approcher au plus près. Et la sous-catégorie, c'est par exemple, je sais pas, vous êtes plombier. Vous voulez vous positionner sur plombier, demain vous allez, la sous-catégorie, ça va être chauffagiste par exemple. Donc c'est la deuxième catégorie que vous allez cibler. Donc à vous de bien identifier sur quel métier vous voulez être positionné. Donc ajouter des photos, des vidéos de qualité. Donc ça c'est pareil. Alors dans la fiche Google Profil, il faut ajouter des photos, même si en fait... Dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les photos, c'est Google qui choisit où il va la positionner sur certains éléments, mais il faut vraiment des visuels impactants. Donc le logo, en fait, absolument, qu'il soit de bonne qualité, bonne taille, etc., pour qu'il soit accepté.
Les photos, pareil. Essayez d'aller chercher sur le web le bon format de photo pour qu'il soit accepté. Et des photos personnelles. Il y a beaucoup de blacklistage parce que en fait, on va chercher des photos qui ne nous appartiennent pas. Et la propriété est de plus en plus importante sur le moteur de recherche Google. Donc des photos personnelles ou des photos retouchées que vous avez prises sur des catalogues, mais retouchées. Publier régulièrement. Donc publier, c'est des posts que vous allez faire sur votre fiche Google. Donc voilà, je sais pas, vous êtes je sais pas, fleuriste par exemple, comme on a dit tout à l'heure, vous publiez en fait des photos de bouquets et vous mettez livraison à domicile 7 jours sur 7 par exemple. Ça c'est un post que vous pouvez faire. Optimiser chaque image avec des descriptions claires et des mots-clés. Alors les mots-clés c'est super important. Plus vous avez de mots-clés dans votre description, plus vous allez ranker. Donc plus vous allez vous positionner haut dans Google. Donc les avis. Alors les avis, en fait, c'est encourager les clients à mettre des avis sur votre entreprise. Donc aujourd'hui, en fait, sur Google, vous avez un petit lien qui vous est proposé sur la fiche Google Profil. Envoyez en fait des messages à vos clients par mail pour qu'ils laissent un avis. Ou vous avez aussi pour les commerces, on peut imprimer un QR code qu'on met en fait sur le comptoir, par exemple, qui va permettre de récolter des avis. Donc ça, c'est important. Et répondre à chaque avis. Alors, un avis, en fait, c'est pas oui, fleuriste sympa. Non. Vous pouvez encourager les clients à ce qu'ils mettent des avis sur ce que vous faites. J'ai eu, en fait, un super bouquet de fleurs à Vitré. C'est vraiment le meilleur fleuriste, je recommande. Ça, c'est un bon avis, parce que vous allez, en fait, positionner le mot fleuriste, positionner un mot-clé à l'intérieur de l'avis. Donc, augmenter la confiance et répondre aussi aux avis négatifs. Donc ça, c'est important parce qu'un avis négatif non répondu, c'est laisser libre cours à l'interprétation de celui qui va lire les avis. Donc vous pouvez avoir des clients mécontents, mais il faut vraiment en fait que ces clients, il y ait une réponse à ces clients, parce que c'est peut-être de la mauvaise foi du client aussi. Augmenter la confiance, voilà. Donc on a dit, alors publier régulièrement, donc des posts sur Google possible, Google Business par exemple, ou Google Profil, et mettez des appels à l'action. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes ostéopathe, plutôt que un lien vers votre site web, peut-être un lien vers la prise de rendez-vous direct. Donc vous avez des positions, Calendly, ou etc., ou d'autres, qui vous permettent un CTA tout de suite pour prendre rendez-vous ou pour directement commander ou faire visualiser un service. Et publier régulièrement. Plus vous publiez, plus en fait vous allez vous positionner haut sur Google. Donc l'avantage de Google My Business ou Google Profil, c'est que vous pouvez consulter le nombre de visites. Donc vous avez les performances, le nombre de clics, le nombre de personnes qui ont demandé en fait le lieu du magasin, l'itinéraire du magasin. Donc ça, c'est important de regarder parce que ça vous donne une bonne indication sur est-ce que votre fiche est vue ou pas. Donc voilà. Sinon, vous pouvez aussi en fait. Donc il n'y a pas que Google. Plus vous êtes positionné sur des annuaires locaux, etc. Plus aussi vous avez des liens vers vous, plus vous allez ranker aussi dans Google. Donc voilà ce que je peux dire sur en fait la Google Profil, donc par rapport en fait au référencement de la fiche. Mais vous pouvez aussi vous référencer sur Bing Place ou d'autres sur Page Jaune, etc. Plus on a de références, mieux c'est pour aller conquérir des clients. Donc on va continuer avec les réseaux sociaux. Donc j'ai un petit peu triché ici parce que certains d'entre vous me diraient que le premier réseau social de France c'est YouTube. Ils auraient raison. Et en même temps, notre but aujourd'hui c'était pas de vous transformer en youtubeur, mais d'insister plutôt sur les autres réseaux sociaux avec lesquels il y a une interaction qui convient plus à un public de professionnels. Le top 3 des réseaux français aujourd'hui, dans l'ordre, ça va être Facebook, Instagram et WhatsApp.
Donc, on voit un petit peu l'évolution de ces plateformes-là aujourd'hui en France. Donc, Facebook reste en tête, YouTube au même niveau. WhatsApp aujourd'hui est utilisé par quasiment une personne sur trois en France, voire même plus que ça. Bon, les autres réseaux sociaux, on passera assez rapidement dessus, mais c'est bien pour vous montrer que ces trois réseaux sociaux-là appartiennent à la même entreprise, appartiennent à Meta. Et donc, avant de se dire qu'il faut aller sur Facebook parce qu'on vous a dit d'aller sur Facebook, ou il faut être sur Instagram parce que tout le monde est sur Instagram, il faut déjà se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que vous allez choisir tel ou tel réseau afin de gagner en visibilité pour votre entreprise? Donc, l'idée, ça va être de regarder un petit peu quels sont les intermédiaires entre les entreprises et leurs prospects. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant ces produits et ces services, et aussi comment est-ce qu'on va animer une communauté autour de l'activité de l'entreprise. Il faut que ça se soit assez clair pour tout le monde. Les réseaux sociaux servent à animer une communauté autour des activités de l'entreprise. Si vous ne vous servez par exemple d'Instagram que pour présenter vos produits, vos services, et que vous faites votre Insta comme un long catalogue, un long menu déroulant de services, sans être devin, je peux déjà vous dire que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous passerez à côté de votre persona, de leurs attentes, de leurs besoins. Et donc, il faut bien savoir pourquoi on y est. À partir du moment où on sait pourquoi, il faut se poser la question, quelle plateforme choisir? Toutes les plateformes n'ont pas exactement le même public, la même audience. Pour rester sur ce trio de tête dont j'ai commencé à parler, on pourrait voir que Facebook, vous avez encore 40 millions d'utilisateurs actifs. Donc on entend de temps en temps dire que Facebook, c'est un réseau de vieux. Il peut y avoir des éléments un petit peu là-dedans qui poussent à penser ça, et en même temps, vous voyez que vous avez encore 47% des utilisateurs de la plateforme qui ont entre 25 et 47 ans. Votre cœur de cible s'y trouve dans cette fourchette-là. A priori, c'est la tranche d'âge dans laquelle il y a le plus de capacité financière pour acheter vos produits et vos services. Facebook n'est pas un réseau à négliger. Ce n'est pas le seul, mais ce n'est pas à négliger. C'est un réseau aussi où la parité est plutôt correcte. Vous avez ensuite Instagram, qui est le réseau le plus flexible actuellement, où il y a un petit peu plus de femmes, où le cœur de cible est aussi un peu plus jeune. Donc là encore, en fonction de vos personas, donc vos profils types de clients, en fonction de qui vous allez chercher à cibler, en fonction de qui vous allez vouloir atteindre sur la plateforme, vous avez donc déjà une autre audience sur Instagram. Et enfin, pour WhatsApp, donc vous avez 24 millions d'utilisateurs actifs, plus de femmes que d'hommes, et un cœur de cible, un peu comme sur Facebook, qui oscille entre 25 et 44 ans. Donc, on a déjà un petit peu les audiences types de chaque plateforme. Maintenant, comment est-ce qu'on va cibler nos prospects? À partir de quels critères? Donc, on a des critères un peu classiques, des critères géographiques, démographiques, mais aussi comportementaux et psychologiques. J'ai parlé tout à l'heure d'attentes, de besoins, de freins. Qui sont les gens qui sont susceptibles d'acheter vos produits, vos services sur tel ou tel réseau? Donc ça, il faut s'être posé la question avant. On peut aussi le faire pendant ou même le faire après. Dans l'idéal, par exemple, on peut faire une étude de marché, mais si on n'a pas eu l'occasion, on peut le faire après par instinct, par expérience. Et l'idée, ça va être vraiment d'avoir des instantanés de vos publics cibles. L'idée à travers tout ça, en fait, c'est de faire du social selling, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour détourner la fatigue marketing qui touche aujourd'hui de plus en plus de monde. Fatigue marketing, ça va être le fait d'en avoir marre, de voir de la pub en permanence, partout, sur tout. Et en fait, en animant une communauté autour des activités de l'entreprise, vous détournez ce problème de fatigue marketing. Parce que vous ne faites pas directement de la pub, mais vous faites en sorte que, au moment donné, lorsque les gens ont besoin d'un professionnel qui propose que vous vendez, et qui pense à vous et pas à des concurrents. Ça, c'est le principe du social selling. Donc, moi, je vais vous parler là là, c'est mis le mailing, mais on va parler plutôt de l'emailing. Donc, l'emailing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'envoyer des mails à certains clients. Alors, l'emailing, c'est quoi? Déjà, en fait, il faut construire une base email. Donc, comment en fait on construit une base email? Soit avec des clients existants déjà, si vous en fait vous êtes déjà votre activité est déjà créée, vous avez potentiellement déjà une base client, ou d'acheter des bases de données, ou d'essayer de collecter vous-même
des bases de données. Après, pourquoi faire? Déjà, l'emailing, ça sert à quoi? Ça sert à promouvoir vos produits et vos services. Par exemple, vous créez en fait, à l'intérieur de l'entreprise une carte de fidélité avec la date de naissance plus l'email de la personne. Eh ben, vous pouvez vous dire qu'à chaque fois que c'est l'anniversaire de cette personne, d'envoyer un email pour lui proposer une offre particulière, par exemple. C'est fidéliser. Fidéliser, c'est pareil, c'est en fait fidéliser le client, c'est lui envoyer des offres promotionnelles en faisant en sorte qu'il a, je sais pas, une carte VIP, etc. Sur, je sais pas, vous n'êtes pas parfumeur, par exemple. Vous avez une carte VIP pour tous ceux qui en fait dépensent un certain nombre de budget dans votre parfumerie. Vous allez lui envoyer en fait des offres promotionnelles spécialement à lui, ou pour les ventes privées par exemple. Ou à titre informatif, votre société développe un nouveau produit, vous allez avertir par l'email l'existence de ce nouveau produit. Donc ça c'est vraiment en fait une base, c'est ce qu'on appelle le own media, c'est ce que l'on possède en propre, plutôt que les réseaux sociaux, ça appartient aux réseaux sociaux, mais là on a vraiment une base client, et c'est cette base client qu'il faut utiliser, ou acheter des bases si vous n'en avez pas. Donc il y a plusieurs types d'emailing. Donc il y a la newsletter. La newsletter, c'est un envoi régulier d'informations sur votre entreprise. Donc comment vit votre entreprise, qu'est-ce qui est fait, le recrutement, je sais pas, d'un nouveau collaborateur par exemple, ou un nouveau service qui est proposé, ou en fait une actualité, vous êtes présente par exemple sur le salon et sur tel salon et vous invitez en fait vos clients à venir vous voir. L'email promotionnel. Alors l'email promotionnel, c'est voilà, vous faites une promotion comme voilà, une promotion sur un produit quelconque et vous avertissez votre base. L'email de relance. Alors là, c'est pour ceux qui font du commerce en ligne. Donc ça, c'est du paramétrage quand vous avez en fait un e-commerce. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a mis en fait certains produits au panier, mais qui n'a pas validé sa commande. Là, vous allez faire en sorte de lui renvoyer un email de relance pour dire votre panier vous attend, n'hésitez pas à valider. Donc il faut savoir que ça, c'est une donnée très importante quand on est dans l'e-commerce, parce que ce rappel de panier va amener en fait à des conclusions et plus de business sur votre site web. Et l'email transactionnel, c'est pour remercier au niveau de la commande. Voilà, vous avez fait les personnes en fait ont fait une commande sur votre site web par exemple, et vous remerciez par un bon de réduction ou un code de promotion pour la prochaine commande. Vous incitez à ce qu'ils reviennent chez vous. Donc c'est ça l'email transactionnel. Donc, alors les meilleures pratiques. Donc c'est segmenter la liste des envois. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter? Ça veut dire qu'en fonction, si vous avez plusieurs personas, le persona c'est la cible, mais à l'intérieur on peut avoir plusieurs. Vous pouvez avoir en fait en fonction de la catégorie socio-professionnelle, en fonction du mode d'achat, en fonction des produits qu'ils achètent, vous pouvez segmenter vos listes. Et ainsi, plus l'offre d'email va être pertinente, plus votre client va avoir potentiellement l'envie d'acheter. Donc ça, c'est super important. Personnaliser les messages. Donc, il n'y a rien de plus horrible d'envoyer un message où il y a juste « Bonjour, vous avez la promotion ». Non, vous dites « Bonjour Martine, aujourd'hui, en fait, spécialement pour vous, on a sélectionné un produit qui va permettre en fait, de faire telle et telle chose ». Voilà. Un design responsive, ça veut dire quoi? Que votre email, vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des gens consultent les informations sur leur mobile. Ça veut dire qu'il soit adapté à la lecture mobile. Et enfin, un appel à l'action. Donc à l'intérieur de vos emails, il faut mettre des liens pour voir la performance de l'emailing. Donc la performance, à chaque fois que quelqu'un clique sur un lien, ça va vous mettre, voilà, vous avez différents logiciels qui vont vous permettre en fait de suivre les statistiques de qui a cliqué, qui a ouvert tel emailing, qui en fait a visualisé, combien de temps il l'a ouvert, etc.
Donc les plateformes existantes, donc, pour certains, vous avez déjà vos... Voilà, il y a certains logiciels CRM qui permettent d'envoyer de l'email. Pour ceux qui n'ont pas, il y a des plateformes comme Brevo qui existent. Donc anciennement, c'est Leanblue. Vous avez Mailchimp, vous avez Sarbacane, et puis après, vous en avez d'autres comme The Gross Machine. Là, en fait, et là, vous pouvez faire des scénarios aussi sur certains. Email 1, email 2, email 3, en fonction pour emmener le client dans un entonnoir et lui faire acheter vos produits. Donc, je te laisse. Oui, bah on peut commencer à conclure de ouais. toute façon sur les bonnes pratiques. Donc on a eu l'occasion d'insister un petit peu ce matin. L'idée, ça va être, avant de se lancer, de bien définir une stratégie de communication, d'affirmer aussi votre identité de marque. Si vous partez dans tous les sens en n'ayant pas, par exemple, déjà votre charte graphique, votre identité, vos clients ne s'y retrouveront pas. Tant qu'à faire, autant partir sur de bonnes bases. Mettre en valeur votre activité aussi, ne pas communiquer que sur l'entreprise. Si vous ne parlez que de vous, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, vos clients au final se retrouvent face à un catalogue. On voit beaucoup de catalogues d'entreprises sur Instagram. Vous limitez dans ces cas-là en fait le choix au client à 2 critères, la proximité et le prix. Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre professionnel? Vous êtes moins cher, vous êtes plus proche. Et ça ignore complètement les valeurs de votre entreprise, ça ignore toute votre politique, votre histoire, et vous y perdez énormément. Et aller sur les réseaux sociaux pour ne faire que ça, c'est pas constructif. Et enfin, ça permet de générer de l'engagement auprès de la communauté, ce qui est le critère principal d'ailleurs des algorithmes de Meta aujourd'hui, l'engagement. Si tu veux en dire aussi quelque chose. Donc, en fait, l'idée, tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est de ne pas partir dans tous les sens, c'est de ne pas essayer de tout faire. Il faut mieux faire des choses bien, petit à petit, que d'essayer de tout faire. Si vous êtes tout seul et vous allez sur tous les réseaux sociaux, vous n'aurez pas le temps. Privilégiez vraiment en fait, un réseau social sur lequel vous avez votre persona. Comme ça, vous le ferez bien et vous ne serez pas dispersé sur plusieurs réseaux sociaux. Ou alors en fait vous déléguez à d'autres entreprises. Affirmer son identité de marque, c'est pareil. C'est voilà, si vous n'avez pas de charte graphique, si vous n'avez pas en fait, si on vous identifie pas bien, les gens se rappelleront pas bien de vous. C'est pareil. Et l'engagement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est parler pas que de vous. Vous pouvez parler aussi, partager en fait des infos des clients, voilà, ça permet de renforcer le lien avec l'entreprise. Donc ne parlez pas ne faites pas juste un catalogue de vos produits. Mettez du vivant aussi à l'intérieur de vos publications. D'accord ? Voir que des produits à un moment donné. Moi personnellement, si j'ai ça en fait, si je suis quelqu'un, il met que ses produits en évidence, à la fin en fait, je vais rester ami avec lui. Mais j'ai masqué toutes ces publications pour ne plus le voir. Quoi. Donc, faites bien attention à comment vous gérez votre communauté. Donc voilà, je ne sais pas si après, vous avez des questions en fonction de votre activité ou des questions sur ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, la parole est à vous. On vous confie le micro. Oui, merci. En fait, tous les réseaux sociaux que vous nous avez présentés, là, c'est plus orienté dans une démarche B2C. Vous n'avez pas parlé de LinkedIn plus pour le B2B. On a parlé des 3 plus importants réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe que ça. Si par exemple, demain, vous avez une boutique de sneakers, c'est-à-dire des baskets, il faut aller sur TikTok, parce que c'est là le cœur de cible. Donc il faut en fait choisir la plateforme en fonction, comme on a dit tout à l'heure, en fonction de votre persona. C'est vraiment le persona qui va déterminer sur quel réseau social vous allez. Après, si vous faites du B2B, évidemment, il faut aller sur LinkedIn. Juste par rapport à ça aussi, de toute façon, là on a choisi de cadrer le sujet afin de ne pas vous inonder trop d'informations sur 30 minutes. Mais effectivement, il y a d'autres réseaux qui ont chacun leur audience. À vous de choisir le bon en fonction de votre besoin. Bonjour.
Je voulais savoir, est-ce que vous auriez des réseaux sociaux pour atteindre l'international, à part du coup Facebook, Instagram? Par défaut, j'aurais tendance à dire LinkedIn. Ouais. C'est une bonne. Même Un pour bon de la début. vente? Tout dépend en fait sur quel. Ça dépend ce que vous voulez vendre à l'international. Est-ce que c'est dirigé vers en fait du B2B ou du B2C, c'est-à-dire vers du particulier. C'est à vous de définir en fait. Si c'est vers du B2B, il faut aller sur LinkedIn. Si c'est vers du B2C, mais il faudra rédiger à l'international, il faudra rédiger des posts et faire un post Insta, mais en anglais, quoi, par exemple. Oui, mais est-ce que vous connaissiez des réseaux que eux vont utiliser, que nous, on n'utilise pas forcément, justement? Globalement, en fait, vous avez eu la position dominante de tous les réseaux sociaux. Ils utilisent, mis à part en fait pour des marchés fermés comme la Chine, etc., qui sont en fait pas ouverts, ou la Russie. Globalement, ils utilisent. Si vous allez en Allemagne, vous utilisez les mêmes que nous. Si vous allez en fait aux États-Unis, ils utilisent les mêmes que nous. Donc, en fonction en fait de votre business, évidemment, si vous allez en fait, si vous voulez conquérir le marché chinois, il faudra adopter d'autres pratiques, par exemple. Juste par rapport à ça, vous pourriez par exemple choisir des alternatives aux réseaux existants, donc hors Meta, mais vu que ce sont des réseaux qui sont encore peu utilisés, ça peut vous aider dans une question de stratégie de communication, de stratégie marketing. Je pense à Mastodon, en fait, qui va proposer une alternative à la suite Meta. Mais Mastodon, il y a encore peu d'utilisateurs. Par contre, si vous portez des valeurs de RSE, si vous portez des valeurs de RSE, si vous portez en fait dans votre entreprise une façon différente de communiquer et de travailler, ça peut être intéressant d'être présent aussi sur ce genre de réseau. Après, de là à ce que ça vous permette réellement de développer votre activité, vaut mieux se concentrer sur les réseaux où, pour le temps que vous allez y passer, vous gagnerez le plus de visibilité rapidement, en fait. Est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres, par exemple, privilégier plutôt les photos, les vidéos, des formats plus courts, plus longs? Alors, l'algorithme évolue en permanence. Donc, ce qu'on peut vous dire maintenant ne sera pas nécessairement exactement la même chose dans 6 mois. Mais actuellement, ce qui fonctionne le mieux, ce sont des reels au format vidéo. C'est ce qui est mis le plus en avant, en fait, par les algorithmes de Meta. Sachant qu'il faut bien comprendre que la visibilité sur les réseaux sociaux aujourd'hui a adopté beaucoup de fonctionnements traditionnels du SEO. Donc ça va passer par du choix de mots-clés pertinents dans les publications. Ça va s'appuyer de plus en plus là-dessus. Les hashtags sont en train de disparaître, d'ailleurs. De mémoire, d'ici 1 mois ou 2, j'ai vu la notification sur mon téléphone qui confirme la disparition des hashtags. Il faut en fait voir ça comme un système de points. Plus vous cochez de cases, plus vous faites de points. Plus vous faites de points, plus votre score d'intérêt augmente auprès de l'algorithme. Et à partir du moment où votre score d'intérêt est suffisamment haut, vous allez sortir des cercles initiaux de connaissances que vous aviez sur tel ou tel réseau. Et donc aujourd'hui, ce qui vous fait gagner le plus de points, ça va être le format vidéo. Et aussi le fait d'avoir de l'engagement. Quand je parle d'engagement, petite parenthèse, c'est pas uniquement de recevoir des likes sur une vidéo ou d'avoir des gens qui s'abonnent. Ça, aujourd'hui, ça sert plus à rien. Il faut recevoir des messages privés, il faut que les gens enregistrent la publication, il faut qu'ils la repartagent. Et pour ça, il faut des appels à l'action, comme disait tout à l'heure François, en invitant les gens, au début ou à la fin de la vidéo, à partager. À la fin de la vidéo plutôt. Et au début, de leur poser une question avec une accroche assez marquée. Ça, c'est une façon après de communiquer qui va bien avec la vidéo. Mais vous pourriez aussi, par exemple, tout à fait faire des carousels, des vidéos donc au format horizontal, plusieurs photos au format carré qui permettent de défiler, avec une accroche au début, un développement au milieu et un appel à l'action à la fin. Et je rajouterais juste une chose, c'est publier régulièrement. C'est-à-dire que voilà, faut donner à manger aux algorithmes. Lui, en fait, Meta, par exemple, en fait, va privilégier ceux qui publient le plus souvent. Donc, il faut avoir vraiment une stratégie. En fait, c'est vraiment une stratégie média. Hein. C'est pas je fais un post de temps en temps, une fois le lundi, une fois le mardi.
la semaine prochaine, j'ai pas le temps. Il faut vraiment en fait vous définir. Si vous vraiment voulez faire de la conquête sur les réseaux sociaux, il faut vraiment définir une politique média, c'est-à-dire un média planning. Combien je fais de publications par semaine, ce que je fais, et la préparer par exemple sur un mois. Voilà, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais parler ce mois-ci. Plus des activités annexes qui peuvent arriver à côté, mais voilà quoi. Bonjour, dans le cadre d'une prestation de service, qu'est-ce que vous pensez d'un site vitrine sur Insta? Dans le but d'aller démarcher des clients derrière et juste de présenter rapidement une activité par exemple. Un site vitrine sur Insta, c'est-à-dire le fait de mettre en avant son site vitrine via Instagram? Ouais, et d'avoir juste 3 posts par exemple pour présenter un peu l'activité sans publier forcément régulièrement. Ça rejoint en fait ce que disait François. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'allez pas dans le sens de l'algorithme. Si vous ne jouez pas selon les règles de la plateforme, que ce soit Meta, Facebook, enfin que ce soit Instagram, Facebook ou autre, il n'y a aucune raison pour laquelle l'algorithme vous mette en avant. Parce que les gens attendent des publications régulières. Ils s'attendent à ce que vous leur donniez du contenu, à ce que vous les occupez, à ce que vous justifiez le temps qui passe, par exemple sur Instagram. Si vous vous contentez de faire une publication de temps en temps, à plus forte raison si vous le faites de façon irrégulière, vous ne suivez pas en fait le mode de fonctionnement de l'algorithme. Pourquoi est-ce que l'algorithme vous mettrait en avant dans ces cas-là? C'est un problème qu'on voit dans beaucoup de TPME. Le manque de temps fait qu'on n'a pas de vision nécessairement de tout ce qu'on peut poster, on n'a pas de calendrier éditorial, on n'a pas de quantité de textes prêts en avance afin de gagner du temps à l'édition. Et donc on ne fait des publications que de temps en temps. Dans la pratique, ce qu'on voit lorsque les gens fonctionnent comme ça, c'est qu'ils vont quand même y passer du temps, ça va quand même être chronophage pour eux de publier sur les réseaux sociaux, et il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour parce que d'une part, les gens qui auraient l'occasion de suivre, ça manquera d'intérêt, ça manquera de fond pour qu'ils continuent régulièrement à regarder, donc vous ne resterez pas dans leur tête, donc ils ne penseront pas à vous le moment de quand ils auront besoin de faire appel à un prestataire qui propose ce que vous proposez. Et pire, l'algorithme ne vous présentera pas. Il ne peut même en fait ne pas vous présenter auprès de ceux qui sont abonnés à votre compte. Parce que l'intérêt est trop faible vis-à-vis de l'algorithme pour présenter ce que vous publiez. Donc vous risquez en fait de ne pas avoir du tout de visibilité grâce à ça. Merci. Bonjour. Dans le cadre de l'emailing, comment ça se passe pour la loi RGPD? Parce que des mails qu'on a envoyés en 2019, par exemple, si on veut renvoyer un code promotionnel cette année, comment on peut faire? Alors là, en fait, il y a deux points. Il y a en fait le côté, quand on est en B2B, ça passe encore avec le RGPD. Quand on est en fait du côté particulier, il va falloir obtenir le consentement des personnes à qui vous envoyez l'email. Donc, obtenir le consentement, hein, c'est facile. Hein, vous avez une carte de fidélité, voilà, vous faites une carte de fidélité, vous faites signer un consentement à chaque fois, comme quoi en fait vous pouvez envoyer des emails. Donc il faut obtenir le consentement. Ou si vous faites de l'achat de bases de données, il faut que ces bases de données soient opt-in. C'est-à-dire que opt-in, ça veut dire que les personnes ont donné préalablement leur accord pour recevoir des emails. Et par rapport à ça aussi, il y a une notion de durée de conservation. Donc de durée de conservation des données, vous n'allez pas garder vos données pendant 5-10 ans. Vous allez les garder en général pendant 1 à 2 ans. Et donc, si ça fait vraiment trop longtemps que vous avez eu cet accord pour recevoir des mails de la part du client, au bout d'un certain temps, normalement, il faut avoir mis en place des process de suppression de ces adresses email trop anciennes ou dont l'accord est trop ancien et ne pas continuer à leur envoyer de messages pour être en raccord avec le RGPD. On avait encore quelques questions. On va commencer à conclure aussi. Oui, pour parler de l'emailing, vous avez évoqué les bases de données. Donc on peut soit constituer soi-même manuellement, soit acheter auprès de la CCI notamment, ce genre de choses. Par contre, ça veut dire que ce sont des prospects qui sont complètement froids, qui ne nous connaissent pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte cher des bases de données? Est-ce que vous avez des données chiffrées là-dessus? C'est ce qu'on appelle le cold emailing. Donc le cold emailing, ça fonctionne. Bien sûr, en fait, le taux de retour est assez faible. Donc si vous achetez
une base, je sais pas, de 100 prospects, le taux de retour sur un cold emailing, ça va être très très faible. D'accord ? Donc ça vaut le coup. Après, il faut avoir une stratégie de ne pas envoyer un seul mail. Si vous envoyez il faut avoir une stratégie de plusieurs mails. Jour 1, j'envoie tel mail. Jour 2, pourquoi vous n'avez pas répondu à mon offre ? Jour 3, je suis toujours surpris pourquoi cette offre ne vous convient pas, par exemple. Donc, il faut essayer. C'est-à-dire que à partir du moment, il faut en fait être stratégique. L'important, c'est conquérir des clients sur le digital. Donc, nous, on en fait en fait à l'agence et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, voilà, on a des bases d'emails assez grandes, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, voilà, sur 100 emails, vous attendez pas à avoir 10 clients. Hein. Voilà. Si vous en avez un, c'est déjà pas mal. Par rapport à ça, de toute façon, il n'y aura jamais de meilleure base de données que la vôtre. Donc pour démarrer, vous partez de rien. Ça peut être intéressant d'acheter des listes, surtout si vous avez donc une stratégie de communication en tête qui est bien claire. Vous avez les possibilités aussi de calculer votre retour sur investissement. Vous avez tout de près de ce côté-là. Mais en fait, rapidement, ce qui va être intéressant, ça va être d'avoir vos propres bases de données, vos propres listes de mails, et de vous baser donc sur vos propres personas. En gros, c'est ça. On a encore peut-être une ou deux dernières questions. Ouais. Bonjour, je me demandais si aujourd'hui l'IA était en mesure de nous aider dans l'automatisation de certaines tâches concernant la communication digitale et comment elle peut nous aider à développer cette communication aussi, à optimiser les messages oui, optimisation de toute la communication finalement, digitale. Alors ça c'était plutôt l'objet de l'atelier qui a eu lieu ce matin à 9h15. Vous avez un replay d'ailleurs qui sera disponible sur la page YouTube de Déo là-dessus. Pour répondre rapidement en fait, à partir du moment où vous savez ce que vous faites, où votre usage de l'intelligence artificielle est crédible, légitime et justifié, il est possible d'améliorer votre communication, votre marketing avec des outils d'intelligence artificielle. Mais pas de vous dire que grâce à l'IA, ça va s'améliorer. Ce n'est pas de l'IA pour de l'IA. C'est de l'IA avec un besoin, de l'IA qui répond à une opportunité, qui répond à une problématique dans l'entreprise. Il faut l'intégrer de façon cohérente, parce que ça peut être aussi simple que d'utiliser la version gratuite de ChatGPT. Ça peut aussi être implémenté de l'intelligence artificielle, par exemple, dans votre CRM ou dans votre logiciel de gestion. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Disons qu'à partir du moment où vous savez ce que vous faites, vous pouvez obtenir des bénéfices à l'usage de l'intelligence artificielle dans votre com. Il faut déjà comprendre un peu comment fonctionne la com, comment fonctionne un peu le marketing et comment fonctionnent vos prospects aussi. Si vous le faites à partir de rien, vous aurez une idée générique à partir de données génériques. Donc ça ne s'appliquera pas automatiquement à votre cas à vous. Mais ça peut être intéressant et c'est à développer effectivement pour le futur. On a le temps pour éventuellement une toute dernière question. Bonjour. Pour Insta et Facebook, je vois bien le lien avec la diffusion de publicité, mais WhatsApp, je ne comprends pas bien en quoi c'est un réseau social pour la diffusion. Je le vois plutôt comme une messagerie et je ne vois pas très bien. Merci. En fait, pour ce qui est de WhatsApp, il faut voir déjà un petit peu à quoi sert un réseau social en premier lieu. Ça va être de créer du lien entre des utilisateurs. WhatsApp répond à ce critère. Aujourd'hui, en fait, vous avez une autre application que celle de WhatsApp, qui est l'application WhatsApp Business, qui vous permet en fait d'avoir une mini fiche d'établissement sur le même modèle que celle de Google ou des pages jaunes, qui peut vous permettre d'enregistrer des catégories de produits, d'avoir en fait un catalogue et avec des process d'automatisation de répondre automatiquement, par exemple, à des clients qui vous posent des questions, qui prennent contact avec vous. Il est possible, lorsque quelqu'un s'inscrit sur votre compte Instagram, de lui envoyer automatiquement via WhatsApp un message pour justement le faire entrer dans un tunnel de vente. WhatsApp en fait fait partie donc de Meta, fait partie donc de l'univers de Meta et s'inscrit comme un canal de vente supplémentaire. Pour WhatsApp, je peux donner un exemple. Par exemple, nous on accompagne en fait une société qui a des terrains de paddle. On lui a conseillé en fait de faire un groupe
de joueurs de paddle. Donc là, le groupe est constitué, il y a plus de 200 ou 300 personnes sur ce groupe-là. À l'intérieur, lui, il gère ce groupe. Il peut annoncer des tournois qui vont avoir lieu. Il peut permettre aussi de trouver des joueurs pour en fait constituer des parties de paddle. Donc là, lui, c'est vraiment au cœur de son business. Donc là, voilà un élément comme quoi ça peut être un réseau social c'est un réseau social de messagerie. Donc si vous interagissez de cette façon, forcément en fait que tous les joueurs de paddle vont regarder ce groupe, vont dire tiens, il y a un tournoi, je vais m'inscrire. Voilà, ça fait du business toujours en plus. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous et bonne journée à tous.